Allez, encore une minute, Annabelle. Oui, ou peut-être qu'on peut démarrer le tour de table avec les personnes Ouais. qui sont déjà présentes. Si vous voulez bien, juste les uns après les autres, allumer votre micro et peut-être vos caméras, comme ça on voit un peu à qui on parle, pour nous dire qui vous êtes et pourquoi l'intérêt pour le design thinking ou pour les projets de territoire ou ce que vous avez déjà expérimenté ou pas, ce dont vous avez envie de nous faire part. Donc, En 10 secondes comme ça, chrono pour qu'on soit sûr de. ouais, c'est ça. Et ça me permettra un peu d'adapter aussi ce qu'on dit en vous connaissant à peine mieux que maintenant. Merci Ah, mais on peut le Thierry. faire à l'oral, Thierry, ouais. Enfin, sauf si c'est pas possible dans ce qui se passe autour de vous. Thierry, en tout cas, éducateur à Angers. Merci d'avoir contribué via le chat. Si quelqu'un veut. Oui, on peut aussi, pour ceux qui veulent prendre la parole. J'ai vu que Coralie, tu avais Oui, ouvert, puis puis alors peut-être refermé. je te Alors, passe j'ai le micro. réouvert. Bonjour tout le monde. Super. Je suis Coralie Fa, je suis responsable RH de la société Verdi. Verdi qui vient juste de changer son identité avec un très beau projet qu'on a et puisqu'on souhaite devenir designer de territoire. Pour ce faire, on est allé à la rencontre du design thinking il y a 2 ans déjà. On a une partie de nos équipes qui est formée. On souhaite former l'ensemble de nos équipes. Et du coup, je suis ici suite à l'invitation d'Annabelle pour découvrir un petit peu la façon dont vous posez en fait le concept, le process du design thinking. Je suis ravie d'être là. Super. Merci. Quelqu'un d'autre prend la parole? Lucille. Bonjour. Ouais, Et oui, après du coup, Bruno. j'ai ouvert le micro, j'ai ouvert la Ah, caméra, tout est ouvert, donc je me lance. super. Bonjour à tous, je m'appelle Lucille, moi je suis indépendante, j'ai monté ma micro-entreprise juste après le confinement. Voilà, je travaillais 10 ans dans la collecte de fonds pour des associations et tout ce qui est intérêt général. Et aujourd'hui, j'ai fait avec Annabelle une première session d'une semaine de design thinking avec les cours de la mairie de Paris, puisque j'avais l'ambition, la volonté de monter un projet. Bon, je n'étais pas encore trop sûre, mais c'était pour essayer de tester un petit peu l'idée qu'on avait et éventuellement aussi la méthodologie design thinking. Et puis, ça, c'était début novembre et depuis, j'ai un petit peu cheminé. Et en fait, j'ai quelque chose qui me plairait beaucoup pour la suite de ma carrière professionnelle, ce serait de travailler pour des territoires, pour la résilience des territoires. Voilà, j'ai découvert un cabinet d'expertise qui appartient au groupe SOS, qui s'appelle Auxilia, qui cherchait une facilitatrice. Et voilà, donc je me suis dit que c'était quelque chose qui me plairait. Et je me suis inscrite aussi au cours du CNAM, donc le Centre national des arts et métiers, pour faire de la prospective appliquée au territoire. Voilà. Merci Lucille. Je crois qu'il y avait Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour à tous. Donc Bruno Davache, je suis directeur du parc naturel régional de Brière. Et on a travaillé avec Nicolas sur une démarche prospective qui m'a accompagné. Et là, on a un projet ensemble sur un laboratoire de transition sur la mobilisation des citoyens. Voilà. Merci Bruno. Qui d'autre? Je vois Virginie sur le chat qui a aussi participé à la mairie de Paris et à d'autres ateliers. Jean-Baptiste aussi qui s'est présenté. Isabelle, Miguel. Est-ce que d'autres personnes veulent se présenter avec micro et caméra ou même un parti? Ou chat. Allez, encore une minute et puis après on basculera vers la présentation. Et donc il y a la place pour quelqu'un. Même plus. Même plus. A priori, pour l'instant, ouais, on va avancer. Alors, les gens se présenteront au fur et à mesure du déroulé.
Alors, c'est parti. Nous, on va peut-être se présenter. Alors, du coup, donc, certains me connaissent. Donc, moi, je suis Annabelle Puget, je suis designer et architecte de formation et je me suis formée il y a 6 ou 8 ans au Design Thinking à Hasso-Plattner Institute, qui est l'école partenaire de la D-School de Stanford en Europe. Donc, c'est à Potsdam. Ça a été fondé par Hasso-Plattner, qui est le fondateur de SAP et qui a aussi participé à la création de l'école de design de Stanford. Et donc, depuis 5 ou 6 ans maintenant, j'applique le design thinking à dans plusieurs secteurs, que ce soit l'industrie, les services informatiques, le secteur bancaire, pharmaceutique, etc., pour avoir justement d'autres automatismes que celles des projets d'architecture que j'avais pu mener avant. Et je suis revenue malgré tout, depuis 2 ans, exclusivement à des projets qui concernent le territoire, que ce soit du design de services, du design de politique publique ou de l'accompagnement avec le design thinking sur de la programmation, sur des processus de construction, sur des manières de concerter la population. Et donc, en début d'année, nous aussi, le confinement nous a donné des ailes et donc on a créé tous les trois le collectif. Et je passe le micro à Nicolas. Merci Annabelle. Donc Nicolas Lebert, donc membre du collectif créatif des territoires et sinon fondateur de Citizen Factory. Moi, j'ai été longtemps consultant en innovation, mais sur un sujet très éloigné des territoires qui étaient dans les médias et les télécoms. Mais il y avait quand même l'enjeu de faire travailler ensemble des acteurs autour du défi des transitions numériques. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai fait un switch professionnel et donc je suis allé sur le sujet de la ville citoyenne et de la fabrique collective de la ville et des territoires, c'est-à-dire comment on arrive face aux défis actuels qu'on a, à nouveau, transition économique, démographique, numérique, écologique, à mettre autour de la table des gens différents, mais qui ont chacun des compétences différentes pour les faire travailler ensemble, justement, autour de la résolution de ces défis. Et en particulier, comment on met au cœur de ces projets collectifs les habitants pour réinventer la ville et les territoires. Et donc, ça fait désormais une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets. Et donc, j'accompagne des acteurs des territoires. Ça peut être des acteurs, on verra par la suite, hein, du privé, des acteurs publics ou des bailleurs sociaux qui souhaitent initier des projets collectifs pour faire émerger des nouvelles formes de coopération locale. Et j'ai eu la chance, via le collectif, de rencontrer également Léna, qui va se présenter et qui vient compléter le trio. Bonjour tout le monde, excusez-moi de mon retard, les joies de l'informatique. Eh bien, moi je suis Léna Vosenberg, je suis de formation paysagiste et sociologue démographe et de profession pendant à peu près la moitié de ma carrière sociodémographe, programmiste, puis programmiste vraiment à fond dans les dernières 10 années. Et pendant un moment, j'avais été paysagiste concepteur, voilà. Donc j'ai rencontré Annabelle puis Nicolas, maintenant ça commence à faire un petit peu quelques années et effectivement on a alors Annabelle je l'avais rencontrée parce que j'avais fait une de ses formations, voilà. Donc comme quoi tout peut mener à tout, on ne sait pas ce que la journée d'aujourd'hui va vous réserver. Et puis on s'était dit ah vraiment on a des choses à se dire nous deux. Et puis la vie étant ce qu'elle est, on était partis sur nos petits bonhommes de chemin professionnels. Et quelques temps plus tard, un de mes clients, donc je suis à mon compte depuis 1 an, ça j'aurais dû le dire. Et donc avec le collectif, mais avant j'étais directrice d'études dans un gros cabinet parisien de programmation urbaine, donc vraiment spécialisé dans l'urbanisme, le territoire, la programmation, c'est-à-dire le sens de la ville, la vocation, les projets, etc. Et un de nos clients, la métropole européenne de Lille, nous a remis ensemble. Voilà, et quelques autres commandes qu'on avait dans ces moments-là, avec Annabelle, en Normandie notamment, pour la ville de Lisieux. Et donc, de fil en aiguille, une expérience en amenant une autre, on s'est dit que vraiment programmation et design thinking allaient extrêmement bien ensemble. Et puis voilà, et puis l'idée de à un moment donné, ça faisait
Oui, il y a un problème de Un petit problème de connexion réseau. aussi. Ouais. Léna, peut-être couper ta caméra. Bon, j'ai l'impression. Léna, est-ce que tu nous entends? Écris dans le chat. Et sinon, on 1, 2, va 1, 2. 1, 2, 1, 2. Sinon, on avancera, Léna. Ouais, allez. Allez. Oui, donc bonjour à tous. Je viens d'être informé que Google a un problème mondial, pardon, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés. Ah, c'est pour ça, d'accord. Ah, Merci d'accord. Vincent. Je t'en prie. Merci. Ouais, c'est pour ça que je ne savais pas vous joindre. C'est en train d'arranger progressivement, mais ouais. D'accord. D'accord. Bon, ben, on espère que Zoom n'aura pas de problème. Voilà. Alors, je vous propose d'avancer rapide sur la présentation du collectif qu'on a évoqué avec Annabelle et Léna. Nous, le collectif, le but, c'est que voilà, on coopérait avec Annabelle, Léna, et on se disait comment on peut essayer de créer aussi un collectif un peu plus formalisé, qui soit un groupement de professionnels qui est motivé par l'innovation sociale, l'intelligence collective, et qui se dit que le design, en termes de méthode, peut aider, peut servir à l'accélération des transitions sur le terrain. Et donc, on essaye d'intervenir, nous, à 3 niveaux. C'est décrypter en amont et témoigner. C'est un peu aussi ce qu'on fait dans le cadre de ces webinaires, de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment ces nouvelles méthodes d'intelligence collective servent au projet de territoire, en parallèle des connaissances techniques. Comment on amène des expérimentations. Donc, on co-construit avec nos commanditaires des projets collectifs sur le territoire en lien avec ces défis. Et puis, on a une troisième vocation, c'est de ne pas seulement faire à la place d'eux, mais de transmettre ces méthodes pour que justement nos commanditaires puissent se les approprier et eux-mêmes développer leur propre méthode d'intelligence collective au service de leur territoire. Donc voilà ce qu'on essaye de faire au jour le jour auprès d'acteurs assez différents. Alors, il y a une autre slide à suivre, Annabelle, sur voilà, quand on parle de design et d'intelligence collective, c'est plus qu'est-ce que nous on apporte au territoire, c'est comment on va aider les acteurs qui ne se connaissent pas forcément justement à mieux se connaître, à comprendre les spécificités des uns et des autres, comment on va permettre une appropriation collective des sujets, comment on va réussir à mobiliser collectivement, mais pas seulement mobiliser pour mobiliser, mais mobiliser derrière pour structurer une démarche de coopération. Donc c'est tous ces outils-là que Annabelle va vous présenter, qu'on va vous présenter par la suite, et comment le design peut concrètement servir à tout ça. Et ça, ça nous permet effectivement de mettre en capacité collective des groupes de personnes, souvent hybrides, des acteurs du privé, des acteurs de l'associatif, des citoyens, des collectivités, au service des transitions, comment on va tirer de l'innovation sociale et à chaque fois comment on essaye de faire émerger des projets qui vont fédérer et faire sens, alors pour tous, pour le plus grand nombre en tout cas, pour avancer, lancer des expérimentations, lancer des coopérations. Et ça, nous aujourd'hui, on travaille avec différents types d'acteurs, c'est-à-dire que ça peut être à la fois, c'est pour la diapo d'après, vous verrez, hein, c'est à la fois des acteurs privés qui ont des enjeux d'ancrage sur les territoires comme la Poste, la SNCF, des groupes comme Suez autour de l'économie circulaire, mais aussi des grandes collectivités qui veulent mobiliser leurs parties prenantes, et il y en a beaucoup autour des transitions ou des bailleurs. Donc, on sent qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont mobilisés autour de ces enjeux des transitions et qui ont cette volonté en fait de faire coopérer différentes parties prenantes, et c'est ce que nous on essaye de faire à notre échelle avec la collectif, et c'est ce qu'on a envie de transmettre dans nos webinaires. Et dans nos webinaires d'aujourd'hui, c'est particulièrement la méthode pure design thinking, voir comment elle peut être utilisée concrètement pour des projets de terrain. Et là, je passe la balle à Annabelle qui va vous présenter tout ça. C'est ça. Oui, donc du coup, on va essayer de présenter assez rapidement la démarche du design thinking pour vraiment partager les bases et ensuite avoir un temps de dialogue un peu plus important que dans les webinaires précédents qui portaient plus sur des retours d'expérience. Mais ceci étant, moi j'aime bien parler du design avant de parler du design thinking parce qu'en France, on n'a pas de mot pour design. On a ce mot anglais et qu'on utilise mal parce qu'on a tendance à dire « waouh, c'est trop design ».
Non, c'est beau, c'est joli, c'est esthétique, ça vous plaît, ça vous touche, c'est ce que vous voulez. Mais alors, c'est surtout pas design. Parce qu'en fait, design, on avait un mot en français, le mot décennier, qui a disparu de la langue française en 1750, alors que le mot design est apparu dans la langue anglaise seulement 40 ans avant, en 1712. Et en fait, nous, en France, on a divisé entre dessin EIN et dessin IN. Donc, on a un côté qui est très conceptuel, abstrait, qui relève des idées, et un autre volet, un autre aspect qui est la représentation, la concrétisation. Et en fait, souvent en architecture, on parle de conception-réalisation, et en fait, c'est-à-dire de design, puisqu'on est à la fois en train de proposer des idées et des concepts, et on va délivrer un résultat concret. Sauf qu'avant de faire tout ça, souvent dans le processus de réflexion du designer, de l'architecte et concepteur, bien évidemment, on a un sujet qui nous est donné. Il s'agit de le questionner, de voir de quelle manière on le comprend et surtout de le disséquer pour pouvoir proposer les idées les plus justes, les plus pertinentes et optimales pour ce moment, pour la période et les données qu'on a en entrée et le contexte dans lequel on vit. Et donc, ce processus de réflexion du designer, il est centré sur l'usager. Un peu comme quand, en fait, l'expérience qu'on souhaite transmettre en tant que designer, c'est un peu l'expérience du grand 8. Pas dans le sens où on veut faire vomir tout le monde, surtout pas, mais surtout dans le sens où on veut que les gens vivent une expérience et ne soient pas en train de se demander pourquoi la vrille est avant le looping, est-ce que ça va tenir, pourquoi est-ce qu'on est en triangulation ou pas. En fait, l'ingénierie du projet n'intéresse pas l'usager. Lui, ce qu'il veut, c'est atteindre son objectif le plus facilement, le plus rapidement possible. Et nous, c'est ça qu'on cherche à chaque fois dans les projets qu'on fait, c'est-à-dire comprendre au mieux l'usager pour pouvoir lui proposer la solution qui lui facilite la vie de la manière la plus compréhensible et entendable possible. Donc, en fait, on va se baser sur la désirabilité du projet qu'on peut lui proposer. Et donc, la désirabilité, ça passe par la compréhension de l'usager à travers les sciences humaines, les sciences sociales. Et ça, c'est Léna qui peut en parler bien plus longuement. Ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Ensuite, on peut intégrer des facteurs d'éthique. On peut intégrer des facteurs d'éthique, donc se dire que dans tous les cas, on va intégrer des sujets sur l'environnement, sur les facteurs sociaux, et donc se dire que au-delà de plaire à l'usager, on est aussi là pour avoir un monde meilleur autour de l'usager et donc intégrer ces dimensions-là. Et bien sûr, il va falloir que le projet soit faisable techniquement et viable économiquement, puisque sinon, on ne pourra pas ancrer notre projet dans une certaine pérennité et dans un fonctionnement qui dure ou qui fonctionne. Donc, en fait, à partir de ces 4 éléments-là, nous, notre intérêt, notre but de designer, c'est de se dire, on conçoit un projet qui n'existe pas. Alors, du fait du territoire, bien évidemment, parce qu'il est contextualisé et que ce projet-là, à cet endroit-là, n'a jamais existé, mais dans le sens de l'innovation plus largement, si un produit existe ou si un lieu existe quelque part, il s'agit de l'adapter et de faire mieux que ce qui existe ailleurs, de faire plus juste pour le contexte dans lequel on s'inscrit, etc., etc. Donc, nous, notre but en tant que designer, c'est de répondre à la problématique donnée pour concevoir un projet qui n'existe pas et qui est mieux que ce qui existe et pouvoir le proposer aux usagers, sachant que ce projet qui est différent, cette solution qui est différente, demandera toujours une énergie pour être accepté de l'usager, puisqu'on lui demande de changer ses habitudes et donc de réfléchir à son nouveau modèle. Donc, ce projet a intérêt à être sacrément bien parce qu'il va demander dans un premier temps de l'énergie. Donc, à nous de bien comprendre le besoin pour pouvoir avoir une réponse adaptée à l'instant T. Donc, pour bien comprendre ce besoin et ces 4 polarités, on a forcément besoin d'avoir une équipe pluridisciplinaire et donc de pouvoir nourrir la vision de la problématique, la vision du sujet, avec des expertises différentes, avec des savoirs différents, avec des expériences différentes, et aussi bien sur des expertises techniques, que sont souvent la maîtrise d'ouvrage, les assistants maîtrise d'ouvrage, les groupements de maîtrise d'œuvre et autres experts qui peuvent être mobilisés de manière très spécifique. Aussi bien que des expertises sensibles, et c'est là où tout le travail avec les habitants qui, eux, sont là tous les jours et qui connaissent le lieu, ont leur importance et l'impact sur le projet. Donc, vous comprendrez bien que nous, cette vision de dire on a un client qui nous donne un brief et en tant que designer, on va délivrer une solution, on n'y croit pas du tout. Parce qu'en fait,
le client, il connaît mieux son secteur d'activité que nous. Nous, on a certes des compétences de concepteurs, mais ça ne fait pas tout. Donc, en fait, on va devoir s'entourer d'autres compétences, que ce soit des usagers, que ce soit des experts, pour pouvoir tous se réunir autour de la table pour délivrer, à partir du brief donné, la meilleure solution possible. Donc, en fait, finalement, le rôle du designer, c'est vraiment de pouvoir intégrer tous les éléments qu'on a, tant sur la compréhension des usages et des envies des futurs utilisateurs des solutions sur le volet de la désirabilité, de pouvoir comprendre les facteurs environnementaux qui vont être impactés et qui ont un rôle clé à jouer dans les solutions qu'on pourra imaginer, de connaître les contraintes techniques et l'état de l'art actuel pour pouvoir s'en inspirer et faire mieux ou faire au mieux en tout cas, et bien évidemment connaître les contraintes budgétaires, calendaires pour pouvoir délivrer la solution optimale à un instant T. Donc, maintenant que je vous ai parlé de design, enfin, on va parler de design thinking. Donc, le design thinking, bien évidemment, c'est un processus et c'est par ça que je vais commencer. Mais comme on a commencé à vous le dire, c'est aussi une équipe pluridisciplinaire. Et quand on a la chance de travailler en présentiel, c'est aussi un espace de travail flexible. Et je reviendrai peut-être un peu plus succinctement dessus, mais en tout cas, même à distance, on peut appliquer certains de ces principes. Donc, je démarre par le processus. Vous avez peut-être déjà entendu parler du processus en double diamant. En fait, double diamant, c'est bien évidemment parce qu'on vient de l'outre-Atlantique et que ces losanges qui sont représentés en bleu sont en anglais appelés diamonds. Et je pense qu'en français, on s'est dit que c'est super sexy de parler de double diamant alors que double losange, ça fait rêver personne. Donc en fait, on a un premier diamant donc, qui est sur la compréhension du sujet. Donc on va avoir un premier temps de divergence, la partie gauche du losange, puis de convergence pour pouvoir comprendre le sujet. Donc tous ensemble ouvrir à la compréhension de la problématique et apporter des éléments, et ensuite ensemble converger vers un parti pris d'équipe. Et donc se dire pourquoi est-ce qu'on fait les choses et se figer sur cette ambition, cette volonté par rapport à la problématique donnée au départ. À partir de cette compréhension du sujet, on va pouvoir passer au deuxième losange, qui est celui de la conception. Et donc là, ensemble, proposer plusieurs solutions en partie de divergence avant de converger vers un prototype qui sera testé et qui sera la première interaction avec les usagers. Donc là, on est dans le comment est-ce qu'on répond à la problématique. Et ensuite, il y a un troisième temps qui n'est pas inhérent vraiment à la démarche, mais qui est bien sûr, vise à fiabiliser le projet. Et donc, c'est ce processus itératif qu'on met en place avec ces deux diamants. Ensuite, on va pouvoir revenir soit à certaines étapes du premier diamant ou à rester au sein d'un des diamants. Donc, je vais préciser encore un petit peu la démarche en se recentrant sur le premier diamant. Donc, comme je vous le disais, c'est le diamant où on se demande pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi cette problématique arrive aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous, équipe projet, on est pertinent pour y répondre, quelle est notre vision. Donc, il y a toute cette partie de divergence qui est la découverte du projet, le questionnement de la problématique, chacun à travers son univers, à travers ses expériences, à travers ses automatismes, à travers ce qu'il en comprend. Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet-là? Pourquoi est-ce que cette question arrive aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait, dans le contexte actuel de ce qu'on connaît au niveau politique, au niveau environnemental, au niveau géographique, pourquoi est-ce qu'on adresse ce sujet aujourd'hui? Et pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on attend les uns des autres? Comment on se positionne dans le rôle au sein de cette équipe? Et qu'est-ce qu'on sait de l'usager? Et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de l'usager? Et est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas et qu'on aurait besoin d'aller leur demander, etc., etc. Donc ça, c'est toute la partie de découverte et de divergence. On va aller chercher des informations de contexte, d'état de l'art, de contraintes, de connaissances de l'usager. Et à partir de toutes ces informations-là, on va identifier, on va les hiérarchiser, on va les articuler les unes aux autres, passer de la donnée à l'information, donc c'est-à-dire à un mix de données qui, ensemble, vont donner du sens. Et donc, ces informations-là, on va pouvoir les hiérarchiser et on va pouvoir identifier notre vision d'équipe du projet. En fait, c'est là où c'est très important d'avoir en tête que c'est parce que nous sommes les personnes que nous sommes autour de la table qu'on arrive à cette vision du projet. Et donc, c'est bien parce qu'on est cette équipe projet-là qu'on va aborder
le problème de cette manière-là et tous, du coup, être mobilisés, être impliqués pour trouver la solution la plus juste et qui fait le plus de sens pour nous. Donc ensuite, une fois qu'on est convaincu du pourquoi on fait les choses et qu'on en a tous la même vision autour de la table en tant qu'équipe projet, on va pouvoir enfin proposer des solutions. Donc là, on est vraiment dans le comment. Pourquoi on fait les choses et maintenant concrètement, quelles solutions est-ce qu'on va proposer? Donc bien évidemment, à partir de divergence, au départ, on est sur des concepts, donc sur une phase abstraite, mais de solutions qui répondent à la problématique de départ et à votre vision, qui intègre votre vision des choses. Et à partir de ces concepts abstraits, on va pouvoir les représenter, on va pouvoir les prototyper, on va pouvoir en avoir une vision commune au sein de l'équipe pour ensuite sélectionner parmi ces concepts-là ceux qui vont être retenus pour délivrer la solution la plus juste. Peut-être qu'avant de mettre la solution à disposition des usagers, on va passer par un test auprès de certains usagers, auprès de certaines parties prenantes. Et à partir de là, on va se dire, OK, on est prêt, on met à disposition le produit ou le projet on met le produit à disposition des usagers, ou au contraire, on se dit qu'on n'est pas encore prêt et on va devoir itérer et donc repasser par certaines phases de ce processus pour pouvoir implémenter le prototype jusqu'à ce que l'on aboutisse à une solution qui nous paraît être pertinente, faisable, économiquement viable, respectueuse de l'environnement, de la société, et bien évidemment désirable par les usagers. Et donc là, on va pouvoir la mettre à disposition des usagers. Je précise encore un peu les choses. Donc, vous voyez, en fait, il y a plusieurs manières de présenter le design thinking. Si vous avez déjà regardé des vidéos ou le Wikipédia du design thinking, on parle des 3 grandes étapes qui sont en bas: comprendre, concevoir, fiabiliser. Et moi, en fait, je vous présente les 6 étapes qu'on utilise nous et qui sont issues, bien évidemment, de Hasso-Plattner Institute et de la D-School de Stanford. Donc, en fait, dans la première phase du premier losange où on est en divergence, il y a la première étape qui est la compréhension. Donc, comme je vous le disais, il y a cette compréhension du contexte, bien évidemment. Quelle est la cible? Quels sont les usagers quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on sait d'eux? Quelles sont les contraintes qui s'appliquent au projet? Quels sont les éléments de contexte? Mais il y a aussi tout ce deuxième objectif qui est de dire, nous, équipe projet, on est réunis spécifiquement pour ce projet-là. Donc, il est nécessaire de créer un langage commun. Après, on pourra revenir sur d'autres projets. Et je crois que c'est un projet qui fera l'objet d'un futur webinaire. Mais moi, il y a un projet sur lequel j'ai participé qui avait démarré 1 an avant qu'on fasse du design thinking ensemble et le budget était voté pour 3 ans. En fait, c'est seulement à partir de la 2e année que chacun a compris son rôle, que le langage commun a été créé. Et ça a sacrément débloqué le processus de projet et l'avancement surtout et l'avancée de la réflexion. Donc vraiment, créer ce vocabulaire commun, c'est nécessaire dans la première étape du design thinking. Une fois qu'on est sur ce langage commun et la compréhension de contexte, bien évidemment, il s'agit aussi d'identifier ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas des usagers. Et donc, pour connaître ce qu'on ne sait pas des usagers, on passe à la phase de recherche utilisateur. Donc là, on va sur le terrain. Si on est sociologue, sociodémographe, anthropologue, ethnologue, ethnographe, super, on est armé pour ça. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'est pas qu'on ne peut pas y aller. Ça permet aussi à toute l'équipe de développer son empathie pour l'usager et de comprendre aussi certains éléments à travers leur prisme, même si on ne sera pas sur le même niveau de recueil d'informations. À partir de toutes les données qu'on a déjà collectées dans ces 2 premières phases, on converge à ce moment-là vers un parti pris d'équipe, vers un point de vue qui est fonction de ce qui a le plus d'importance pour les membres de l'équipe qui sont réunis. Et c'est cette vision du sujet qui va donner la suite, qui va donner lieu à des propositions qui intègrent le prisme, la sensibilité des experts de l'équipe projet qui ont été mobilisés sur ce projet-là. Une fois qu'on a convergé vers un parti pris et que l'ambition et les objectifs sont clairs pour l'équipe projet, il s'agit enfin de passer à la partie de conception. Donc là, on peut parler d'idéation
bien évidemment, dans les ateliers, dans les temps courts, on parle de brainstorm. Ce n'est pas pour autant que le brainstorm est la méthode la plus pertinente et rien ne prouve en fait qu'on a des meilleures idées sur des temps de réflexion courts et stressants. Ceci étant, moi j'ai des exemples où on m'a déjà expliqué que ça avait fonctionné à ce moment-là parce qu'on a été stressé pendant 10 minutes de réflexion alors que le projet, ça fait 6 mois qu'on y réfléchit. Donc l'idéation, ce sont toutes les méthodologies de brainstorm, mais on peut procéder différemment sur des temps de projet plus longs que des ateliers de 3 heures ou de 3 jours. Et ensuite, on va converger, c'est-à-dire qu'il y a un premier pas qui est de se dire par rapport à toutes les idées, à tous les concepts qu'on a eus, comment est-ce qu'on va converger vers un prototype. Ce prototype, comme je vous le disais tout à l'heure, il a un premier objectif qui est de se dire toute l'équipe projet a la même vision de cette solution abstraite. Et ensuite, ce support-là, qui est la représentation de l'idée, permet d'avoir la première interaction avec les usagers et donc de pouvoir être testé face aux utilisateurs. Le test vise à connaître les réactions des utilisateurs. Soit c'est très satisfaisant et donc nous, on est en confiance pour pouvoir délivrer le projet, construire le projet. Soit c'est pas encore assez satisfaisant et donc on revient à une étape précédente. On peut être exclusivement dans le deuxième diamant et se dire qu'à partir de ce que l'on a appris pendant le test, ça nous a donné d'autres idées et donc on va modifier le prototype, on va tester à nouveau, etc. Comme on peut se dire que finalement, ce n'était pas la bonne cible et donc on va retourner en recherche utilisateur et essayer de mieux comprendre le terrain. Alors, un petit exemple qui pour l'instant n'a rien à voir avec le territoire, mais qui illustre parfaitement bien le design thinking. C'est un challenge d'innovation sociale qui a été donné à l'école de design de Stanford pour réduire la mortalité infantile. Et donc, le projet qui a été proposé par les étudiants, c'est une couveuse low cost pour les pays en voie de développement. Et donc, le projet s'appelle Embrace. Donc, en fait, il y a une équipe pluridisciplinaire qui s'est réunie. Donc, le design thinking, c'est en parallèle de leur cursus d'ingénieur informatique, électrique et d'étudiants en commerce. J'aime à rappeler qu'on parle d'une couveuse et qu'il n'y a pas de médecin dans la salle. Et peut-être que c'est le fait de ne pas avoir l'expertise centrale qui fait que le pas de côté a été possible. Mais en tout cas, sur la partie de compréhension, ils ont eu une réaction très candide. Et en fait, le fait de ne pas être expert fait qu'ils ont pu explorer sans a priori toutes les données de contexte et donc déjà se dire, découvrir que là où il y avait plus de naissances dans les pays en voie de développement, c'est l'Inde et que la première cause de mortalité infantile pour les enfants nés prématurément, c'est l'hypothermie. Donc, ils se sont rendus au Népal dans un premier voyage d'études pour la recherche utilisateur. Ils ont commencé par rencontrer des experts avant de rencontrer les familles. Et en fait, ces experts, qui sont les médecins des hôpitaux urbains, leur disent « oui, bien sûr, on a des couveuses, mais regardez, elles sont vides. » Oh, surprise, parce qu'on sait qu'on en a besoin quand même. Et en fait, elles sont vides parce que les personnes qui en ont besoin habitent à 50 km de l'hôpital et donc devraient se déplacer juste après l'accouchement avec son enfant en peau à peau pour le maintenir à température et parcourir ces 50 km dans des conditions qui sont loin de celles qu'on peut connaître en Europe. Donc, à partir de ce postulat, sur un projet qui est développé en 3-4 mois, on a 2 orientations possibles. Soit on reste campé sur notre point de vue d'ingénieur et de se dire « mais de toute façon, on va trouver un matériau moins cher, on va pouvoir faire avec moins de matière et faire des économies sur ce plan-là, donc réduire le coût de 10 000 $ de la couveuse. » Soit on arrête ce point de vue technocentré pour un point de vue centré sur l'usager et on se dit « en fait, le vrai enjeu, c'est que la couveuse passe du milieu hospitalier au milieu familial et par conséquent, que la couveuse passe du milieu urbain au milieu rural. » Et en fait, c'est ce parti pris-là qu'ils ont adopté. En idéation, ils ont fait plusieurs recherches sur les matériaux, sur le champ des possibles, en fait, pour aboutir à un premier prototype qui n'est pas sponsorisé par Ikea, je vous promets, qui a un petit sac de couchage avec une poche de paraffine à l'intérieur. Et cette poche de paraffine, elle maintient sa température pendant 4 heures. Donc, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir chauffer la paraffine à 37 degrés. Il y a un petit écran LCD qui indique 37 degrés. Et en fait, on sait que notre enfant, pendant 4 heures, est maintenu à température. Et donc, c'est plus petit, c'est facile à distribuer dans les villages, etc. etc. Donc, a priori, on répond à un cahier des charges qui a été fixé par l'équipe projet. Sauf que, lors du deuxième voyage d'études, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient juste négligé un aspect
qui est qu'en Inde, on ne croit pas en la médecine occidentale. C'est-à-dire qu'elle est jugée trop violente et que pour une prescription de, je ne sais pas, une cuillère à soupe de sirop, ils en prendront la moitié ou un quart pour pouvoir répondre à leur mode de faire. Et donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas chauffer la paraffine à 37 degrés parce que c'est trop violent, mais du coup, on n'est pas en train de sauver notre enfant, ou on va chauffer plus pour que ça dure plus longtemps. Enfin, en fait, quelle serait l'utilisation de ce prototype par les usagers? Et en fait, parmi les différentes itérations, la première itération, ça a été de se dire que ce petit écran de 37 degrés, il ne dit pas 37 degrés, en fait, il dit OK. Et comme ça, l'usager sait qu'il utilise bien ou mal le produit, et donc qu'il est en train de sauver ou pas son enfant. Et tout ce qu'on veut, c'est ça, c'est qu'il n'est pas à se poser la question de qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, pourquoi je le fais, mais au contraire, il est en train de utiliser correctement le produit et donc de sauver son enfant. Alors, maintenant que le processus a été illustré de manière théorique et de manière pratique sur un sujet qui n'est pas encore en lien avec le territoire, je laisserai cette mission à Nicolas un peu plus tard, on passe à l'équipe pluridisciplinaire. Donc, bien évidemment, mission impossible, pas du tout parce qu'il est impossible de faire une équipe pluridisciplinaire, mais parce que c'est une équipe où la pluridisciplinarité est visible. Alors, OK, c'est pas écrit sur leur tête qu'ils ont des métiers différents, mais c'est sûrement écrit sur leur carte de visite ou leur CV LinkedIn. Ceci étant, on voit qu'il y a des personnes qui sont plus expérimentées et moins expérimentées. On voit qu'il y a une mixité entre les hommes et les femmes. Et donc, c'est une première manière de réunir des personnes qui ont des réflexes de pensée, qui ont des automatismes différents autour de la table. Si on se place dans les sprints de design, donc dans les ateliers courts, entre 3 heures et 5 jours, généralement, donc ça c'est issu du livre de Jake Knapp, Sprint. Depuis, il y a Pauline Thomas du Laptop qui a écrit un autre livre sur ce format de design. Mais en tout cas, on réunit à minima le chef de projet qui a une vision globale de la problématique et du projet. L'expert financier et l'expert technique, vous vous souvenez, dans les 3 cercles, forcément, il faut que ce soit faisable et viable. L'expert client, puisque lui représente la voix du client, et donc si l'usager n'est pas au sein de l'équipe, en tout cas quelqu'un qui est régulièrement en contact avec lui, donc pas quelqu'un de l'équipe marketing qui n'est pas allé sur le terrain depuis 4 ans, quelqu'un qui parle réellement aux usagers, qui les voit régulièrement. Et donc bien évidemment un expert conception, un designer ou quelqu'un qui va pouvoir proposer des solutions, et un expert communication qui va déjà capter la voix du client et donc pouvoir parler avec les mêmes mots aux futurs usagers, et surtout pouvoir communiquer à l'extérieur de l'équipe projet sur ce projet-là. Extérieur à cette équipe, le facilitateur de design thinking ou le sprint master, puisqu'en fait le poids de la voix du facilitateur est un peu différente de celle des autres membres de l'équipe, donc c'est important que la personne qui mène l'atelier ne fasse pas partie de l'équipe, puisque c'est pas à quelqu'un de l'équipe de décider qu'on passe à une autre phase ou pas, qu'on a assez creusé ou pas le sujet. Et enfin, encore une manière de composer une équipe, si vous avez la chance de vous connaître un peu à l'avance. Alors, dans les projets de construction, c'est rare parce qu'on se réunit pour ce projet-là, et donc c'est comme si on créait une entreprise projet, mais pour certains, c'est peut-être valable. Et donc, se dire qu'on a 3 personnes, alors ça vient du livre 10 Faces of Innovation de Tom et David Kelley, les fondateurs de IDEO, dont j'ai déjà parlé avant. Et donc, il y a 3 profils apprenants, l'anthropologue, l'expérimentateur et le pollinisateur, donc qui ont vraiment vocation, alors pour l'anthropologue, à comprendre l'humain et à être curieux de l'humain. C'est pas parce que c'est pas sur sa carte de visite qu'il n'a pas ce caractère. L'expérimentateur qui va aider à passer du concept au prototype et donc à rendre l'idée tangible. Le pollinisateur qui va aller explorer tous les champs de compétences, tous les sujets pour pouvoir relier les informations et nourrir le projet. Ensuite, il y a 3 profils organisateurs, on va dire, avec le sauteur de haie qui voit tous les obstacles comme autant d'opportunités pour le projet, le collaborateur qui va créer la cohésion d'équipe, alors que le directeur ou le leader sera plutôt en train de dire « Non, mais vous êtes sûr, je crois qu'on peut faire mieux, on peut aller encore plus loin, là, c'est super ce qu'on a, mais peut-être que si on change juste ci ou juste ça », et pouvoir pousser au mieux la solution. Et enfin, 4 profils de constructeurs, donc le concepteur d'expérience qui va être très facilitant dans l'équipe au moment des
de l'identification des protocoles de test, par exemple, tout ce qui se passe autour de la présentation de l'offre. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on la présente? Est-ce qu'au contraire, on laisse l'usager s'en saisir, etc., etc. Le scénographe qui crée une ambiance de travail agréable, je vais en reparler juste après. Le caregiver, donc désolé, je n'ai pas trouvé de traduction en français, mais en tout cas, c'est la personne qui, quand vous avez une réunion un peu tôt en présentiel, ça va être celle qui amène les croissants et le café pour qu'on soit vraiment concentré sur le sujet, même s'il est 8 h du matin et qu'il fait froid, et qu'on ne soit pas en train de se dire « Oui, alors ce matin, je n'ai pas eu le temps de petit déjeuner, donc en fait, je pense qu'à un truc, c'est que j'ai le gargouille et que tout le monde va l'entendre. » Et donc, lui permet de s'abstraire de tous ces sujets-là et de se dire, bon, bah, grâce à lui, on est vraiment centré sur le projet et concentré à ce moment-là. Et le storyteller, le conteur d'histoire, qui va transmettre ce qui a été conçu et produit à l'extérieur de l'équipe projet. Donc, c'est plutôt le communicant de l'équipe. Et donc, je vous le disais, j'en parle succinctement. Donc, le fait de travailler dans un environnement flexible, en fait, ça change tout. Je vous rappelle que je suis architecte et je vous promets qu'à la lecture de ces informations-là, je ne percevais pas l'impact direct que ça a sur le travail des équipes. Le fait de travailler sur des tables hautes, il y a 2 impacts. Le premier, c'est qu'on a tous les yeux à la même hauteur, qu'on soit sur des tabourets hauts, assis ou appuyés. En fait, on peut tous marcher, on a tous donc je vous le disais, comme on est tous debout, on a tous les yeux à la même hauteur, alors que si on est sur des tables de réunion normales, ceux qui sont assis ont les yeux à la même hauteur, celui qui présente devant l'écran ou qui se lève pour montrer quelque chose sur le projet a les yeux plus haut que les autres, et donc il y a une hiérarchie qui n'est pas, qui n'est due à rien, qui est en train de se créer. Donc on est en train d'éviter ça. En plus, le fait de travailler debout ou avoir seulement les fesses appuyées sur les tabourets fait qu'on a tendance à se tenir plus droit. Et en fait, quand on se tient plus droit, il y a plus d'oxygène qui arrive au cerveau. Donc, on peut être concentré plus longtemps ou plus intensément. Donc, si à la fin d'un atelier, vous êtes plus fatigué que normalement, ça, c'est pas juste parce qu'il y avait beaucoup plus de bruit, et que c'est vraiment parce que vous avez eu un niveau de concentration qui est normalement supérieur à d'autres journées de travail. J'ai eu la chance d'expérimenter ce matériel, bien évidemment, à Hasso-Plattner Institute, mais aussi quand j'ai été hébergée à la Villa Bonne Nouvelle chez Orange, qui est leur laboratoire RH. Je peux vous dire qu'un lundi matin ou un vendredi après-midi, ce n'est pas la même productivité quand vous travaillez debout que quand vous travaillez assis, et encore moins dans un canapé. L'autre aspect, c'est bien sûr de pouvoir afficher. Ici, c'est des panneaux, des tableaux blancs. Ça peut être les murs quand on est dans des ateliers avec des clients, des partenaires publics, dans des différents endroits événementiels. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu ce cerveau commun à l'équipe qui est tout autour de nous, où on peut se reporter à ce qui a été écrit, où on baigne tous dans le même vocabulaire, dans les mêmes liens, puisque la flexibilité maximale, bien évidemment, c'est les post-it, ce qui colle à la peau du design thinking, mais parce qu'en fait, c'est un peu les petits pixels de pensée. Ces 2 pixels réunis, ça crée 2 liens et ça crée une idée ou un concept, mais si on les sépare tout de suite, on peut créer un nouveau concept très, très rapidement. Et donc, en fait, le fait d'avoir tout qui est visible de tous permet d'avoir le même vocabulaire, d'avoir la même formulation des choses, et pas de se dire, tu te souviens, il y a 45 minutes, on a parlé d'un truc, je pense que c'est dans ton cahier parce que moi, je ne l'ai pas noté comme on l'a dit, donc ça ne doit pas correspondre à ce qu'on s'est dit, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment l'autre avantage. Après, les roulettes, c'est un peu plus anecdotique, mais en tout cas, ça permet soit de tourner et de changer d'environnement et donc d'avoir un regard neuf sur la problématique, soit en l'occurrence ici, de pouvoir transporter votre tableau de cet espace de travail à l'espace de plénière, et donc de faire de votre espace de travail un espace de présentation. Très rapidement, quelques règles d'or. La première, bien évidemment, rester centrée sur l'usager. Je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé et je ne vais pas revenir dessus pour qu'on puisse échanger un peu plus et surtout passer la parole à Nicolas bientôt. Oser défier le jugement des autres. Comme je vous le disais dans le premier diamant en particulier, on a la vision du projet parce que l'équipe est constituée de ces personnes-là, de ces visions-là, de ces expertises, de ces expériences. Et donc, il est important que chacun se sente à l'aise pour donner son point de vue. Et donc, pour cela, il est important que les personnes ne se sentent pas jugées. C'est-à-dire qu'on est tous là pour que ce projet soit une réussite. Donc, si la proposition faite par une autre personne de l'équipe ne correspond pas à ce que vous pensiez,
c'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est parce que de son prisme, ça fait sens. Donc, on peut essayer de nuancer, on peut accepter l'idée en disant oui. Et moi, pour mon expertise, j'ai aussi besoin de si, si, si et si. Et donc, comme ça, on va pouvoir enrichir la solution plutôt que de dire non, mais de toute façon, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, bah non, c'est pas n'importe quoi. Donc, il y a vraiment cette notion de respect et de pouvoir dire les choses parce qu'on est en train de se respecter. Et souvent, ça permet d'encourager les idées folles. Peut-être que vous connaissez la tente 2 secondes de chez Decathlon. Le parti pris, c'est quand même de se dire on va construire une tente qui se monte toute seule quand on la jette en l'air. Oui, bien sûr. Bon, c'est un projet qui a été réalisé en 1 an et demi. C'est pas une échelle de temps aberrante pour un projet d'innovation. C'est simplement un mash-up avec une tente et un réflecteur photo qui se plie de cette manière-là. Bon, bah, en fait, c'est accessible. Par contre, l'ambition de ce projet a été formulée d'une manière qui était surprenante même pour l'équipe. Et c'était possible. Donc vraiment, ne pas hésiter à viser haut et à redescendre vers la solution optimale, encore une fois, de ce qui est possible, faisable, viable à un instant T. Se tromper tôt et souvent, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui skient. En tout cas, je ne pense pas que ceux qui skient ont appris dans les livres. Donc, le but, c'est vraiment d'aller sur la piste, de ne pas garder les idées pour soi, mais au contraire, de pouvoir les partager, de pouvoir les confronter à la réalité, pas les garder dans le monde de la théorie où tout marche parce qu'on est en train de se dire les choses et que tout fonctionne dans l'enchaînement des paroles, sauf que quand on va sur la piste, et ben là, c'est un peu bancal et puis on tombe peut-être, mais en fait, ça va nous permettre aussi d'adapter la posture, d'adapter la solution et de toujours faire mieux et aller de piste en piste, de vert à bleu, à rouge, à noir. Mais du coup, vraiment de pouvoir confronter son projet à la réalité et pouvoir l'améliorer au fur et à mesure qu'on le présente à des usagers ou à d'autres experts. Je reviens rapidement sur le fait de construire des idées à partir de celles des autres. C'est valable aussi bien au sein de l'équipe, puisqu'on a des compétences complémentaires, donc chacun apporte sa brique au projet, mais j'avais aussi évoqué le benchmark et le fait de connaître ce qui existe, puisque bien évidemment, on a besoin de savoir ce qui existe pour pouvoir faire mieux et non pour copier. De toute façon, s'ils l'ont fait, ils ont de l'avance sur vous et ça ne sert à rien de faire la même chose. Par contre, comment est-ce qu'on fait mieux? Et bien pour ça, il faut savoir ce qui existe pour ne pas avoir à réinventer ce qui existe déjà. Donc, construire à partir de ce qu'on sait exister, ça fait partie de construire des idées à partir de celles des autres. Désolée, la typo a bougé, mais en tout cas, être visuel, vous comprendrez quand je parle de cerveau commun autour de nous, le but, c'est de pouvoir se repérer le plus facilement dans toutes les idées qu'on a eues. Donc, bien évidemment, un dessin vaut 1000 mots et on fait de temps en temps appel à la facilitation graphique pour résumer ce qui s'est passé dans nos ateliers et c'est vraiment un super élément de communication fidèle à ce qui a été dit et à ce qui s'est produit. Mais de la même manière, on sait que les adultes savent dessiner et au moment du prototypage, il n'y a pas mieux que votre équipe pour pouvoir représenter les solutions dont vous aviez eu les concepts et les idées. Restez concentré sur le sujet. On essaye toujours de faire des temps d'atelier qui sont courts ou avec des pauses régulières puisqu'on sait qu'il y a une vie à côté de ces ateliers-là, que ce soit des formations, que ce soit des contributions à des projets. Les autres projets que vous avez en cours ne s'arrêtent pas, votre vie familiale non plus. Et donc, en fait, pouvoir vous laisser le temps d'organiser les autres moments de vie de manière régulière permet, quand on est tous ensemble, d'avoir des moments où on est tous concentrés ensemble sur le sujet et surtout d'être à l'écoute les uns des autres pour avoir une seule conversation à la fois. Pour le coup, la version distancielle des ateliers fonctionne très bien sur ce volet-là. Et en présentiel, il est bon de rappeler parfois que si on a 2 conversations en parallèle, malheureusement, on n'en reprend qu'une et donc on a perdu une partie de l'expertise qui avait été exposée pour la solution. Et bien évidemment, rechercher la quantité, puisque plus vous avez d'idées, plus vous avez de choix. Et je crois que c'est le moment où je passe le micro à Nicolas. Attends, il faut que tu rallumes ton micro. Oui, je tapais sur le clavier. Merci Annabelle. Oui, effectivement, là l'idée c'est de tout ce qu'Annabelle va plus vous expliquer, c'est voir comment concrètement en fait, ce processus collectif, on peut l'appliquer à un projet de territoire. Le projet de territoire dont je vais vous parler, c'est un projet lancé par la ville du Teil. Alors le Teil, c'est en Ardèche, c'est une ville de 9000 habitants, une ville qui est confrontée à pas mal de défis, qui va de la rénovation de son centre-ville
ou comme pas mal de cœurs de ville qui se dépeuplent un peu, pas mal de rénovations urbaines au sens large pour des quartiers prioritaires, un taux de chômage important, puisqu'il y avait presque, au moment où on est intervenu, près de 2000 chercheurs d'emploi. Donc, il y avait une situation avec pas mal de défis, en tout cas sociaux et sociétaux. Et nous, le sujet, c'était comment on pouvait réimaginer les services de proximité à destination de ces habitants pour justement les aider dans leur quotidien. Alors, on va repartir de l'équipe pluridisciplinaire dont parlait Annabelle. En fait, il y a eu déjà une équipe pour porter le projet qui était composée par les services de la ville du Teil. C'était à la fois le département de la culture et du développement social et de la communication et de la participation citoyenne. On avait également les délégués territoriaux du groupe La Poste qui étaient directement impliqués en fait, dans la délivrance de services de proximité auprès des habitants. Et puis, les experts de la fabrique de la ville et du design thinking qui étaient Annabelle et moi-même. Mais ce groupe-là, cette équipe cœur ne s'arrêtait pas là. Pour nourrir le projet, on a aussi mobilisé plus largement d'autres services existants, des médiateurs sociaux, des associations locales et des habitants en fait, pour tout ce processus que je vais vous décrire par la suite. Donc, ce qu'on a commencé à faire, le point de départ, c'était la compréhension. Comment avoir ce vocabulaire commun, comment comprendre véritablement la problématique de la ville et de la commune. Donc, avec la maîtrise d'ouvrage, on a organisé une réunion, un premier rendez-vous pour définir vraiment le périmètre d'action, cerner les besoins de la population locale et ses difficultés actuelles. Et là, il y a plusieurs sujets qui sont ressortis. C'était des difficultés de mobilité, des difficultés en lien avec la médiation sociale et l'accès au numérique pour pour beaucoup d'habitants, les sujets de transition énergétique et l'accès à la formation. Donc déjà, on réussissait à repréciser un petit peu les choses pour mieux comprendre le système actuel. Et ça, on l'a complété par des visites sur le terrain, visites de la ville, l'identification des services existants, des interviews d'acteurs. Et ça, cette première compréhension commune, ça nous a aidé à aller dans le reste du processus avec une vraie vision partagée. C'est-à-dire qu'on était tous d'accord pour avancer sur un même sujet. Là, on a fait tout ce qu'on pouvait appeler la recherche utilisateur, c'est-à-dire sur les quatre thèmes majeurs dont on avait parlé, vie collective et solidarité, accès à l'information, médiation sociale et numérique et mobilité. On a conçu une grille d'entretien qui a pu être diffusée par des médiateurs sociaux et on a également fait des questionnaires directement auprès des habitants pour savoir quelle était l'expérience qu'ils avaient autour de ces sujets. Et grâce à ces réponses, on a pu, étape 3, définir quels étaient les partis pris. C'est-à-dire qu'autour de problématiques très larges au départ, ces questions-réponses nous ont permis de préciser en fait 4 grandes problématiques qui étaient 1. Comment favoriser les échanges entre les habitants pour plus d'entraide. 2. Comment faciliter l'autonomie numérique des habitants pour qu'ils soient en capacité de réaliser seuls leurs démarches administratives. 3. Comment accompagner les citoyens pour leur permettre de mieux comprendre les bénéfices concrets de la transition énergétique qui était très vague pour eux. Et 4, c'était quels moyens d'information pour tenir au courant des temps forts, pour tenir au courant les citoyens des temps forts dans la ville et les alentours. Donc ça, c'est les 4 problématiques qu'on a pu mettre au débat dans une sorte, c'est pour l'étape 4 de table ronde, atelier de créativité qu'on a organisé, c'était en juillet 2019, où là, le but, c'était de réunir à la fois les gens de la mairie, les gens du groupe La Poste, des associations locales et quelques habitants pour réfléchir justement autour de ces sujets de manière collective. Et c'est-à-dire partir du parti pris, les problématiques que je vous ai évoquées sur la diapo précédente, et derrière, essayer d'envisager des solutions. Et là, il y a 4 solutions concrètes qui sont ressorties. Autour de la transition énergétique, les gens disaient on a besoin d'un projet concret en fait, pour exprimer ce que peut être l'économie circulaire ou la transition. Donc, ça a été un sujet fil-ton collant, la collecte de collants pour en faire des éponges. Il y a les Voix du Teil qui a été l'idée d'un programme de formation générique pour l'ensemble des associations locales pour mieux communiquer sur leurs événements en coordination avec la mairie. La Halle aux associations qui était un tiers-lieu pour favoriser les synergies et la coordination. Et enfin, un 4e point sur lequel on va continuer qui était le numérique, c'est facile, c'était imaginer un programme d'accompagnement des gens pour qu'ils soient capables de s'autonomiser sur le numérique. Et c'est ce choix-là, le prototype derrière s'est fait sur ce choix-là. On a dit, OK, la solution, le numérique, c'est facile, c'est celle-là qui est la solution prioritaire qu'on a envie d'expérimenter. Et quand on l'a prototypé, on a essayé d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être cet accompagnement. Donc, on a imaginé un programme co-porté par plusieurs acteurs du territoire, qui est plusieurs acteurs sociaux, ça peut être le CCAS, le département, le Secours populaire, et on pourrait imaginer plusieurs temps forts, pourquoi pas, pour aider les gens
à découvrir le numérique et les démarches du quotidien et s'approprier le numérique grâce à cela. Et ce prototype-là, il a été validé d'une certaine manière par La Poste, par le groupe La Poste, qui a pu, dans un comité départemental, valider ce premier prototype, c'est-à-dire que des élus participant à ce comité ont dit oui, ça c'est quelque chose qui nous intéresse, on a envie, on sent qu'il y a un besoin autour de ça, on a envie d'aller plus loin. Et donc ça a été pour nous, designers, entre guillemets, notre premier test qui nous a dit, ok, ce programme d'accompagnement et de coopération entre les acteurs sociaux du territoire pour le numérique, on peut essayer d'aller le faire aller plus loin. Et on a effectué une première itération, c'est-à-dire que derrière cette validation, on a organisé par la suite, étape numéro 7, un atelier de travail et des interviews complémentaires entre tous les acteurs sociaux qui s'occupaient du numérique, qui devaient faciliter d'une certaine manière l'accès au numérique pour les différents usagers. Ça pouvait être le département qui propose des différentes mesures, ça pouvait être le CCAS, la CAF, le Secours populaire, le centre multimédia, et tous ces gens-là nous ont aidés à enrichir ce que justement allait pouvoir être ce programme d'accompagnement. Et on a même organisé derrière une réunion collective avec le Secours populaire, le centre multimédia, où ils ont pu définir des premières formes très simples de coopération pour travailler ensemble autour d'un accompagnement plus à 360. Et une des idées qui est sortie, c'est quelque chose de très basique, mais en même temps très efficace, c'est ce qu'on va faire, c'est un référentiel commun d'acteurs qui proposent des services numériques, Secours populaire, département, un référentiel qui sera accessible à tous les usagers pour comprendre vers qui ils doivent s'adresser, à quel moment, en fonction de je dois faire une démarche administrative pour la famille, je dois faire une démarche administrative pour essayer de passer mon permis de conduire, je dois faire une démarche administrative pour essayer de trouver un stage étudiant. Et on a essayé justement de créer très simplement un référentiel partagé entre toutes les structures pour que déjà chacune des structures locales sache qui fait quoi, et un référentiel qui derrière aussi pouvait servir mieux, les usagers pour avoir un parcours plus clair en fait dans qui propose quel type de service via le numérique. Donc voilà un exemple, alors on vous présente très très vite, mais de ce qu'on a réussi à faire en quelques semaines seulement, un petit peu plus quelques mois, parce qu'il y a eu un tremblement de terre, le Covid, etc., qui a un petit peu remis en cause le planning. Mais voilà comment, d'une problématique très générique au départ, on a convergé vers un prototype simple, mais qui était les débuts de la coopération autour de l'accompagnement au numérique. Et s'il y avait quelques grands enseignements de la démarche et de ce qui est ressorti aussi de ce que nous ont dit à la fois la mairie et la Poste, c'est que c'est une démarche le processus du design a permis de casser les silos et de rechercher des synergies locales qui n'avaient pas été cherchées jusqu'ici, ni identifiées, en mobilisant véritablement plusieurs parties prenantes autour du défi. Ça a permis vraiment de reformuler des services par le prisme du quotidien et pas par un prisme uniquement technique. On a pensé accès aussi avant de réinventer le service, et donc c'est parfois plus simple, moins coûteux. On a aussi repensé les lieux et leurs fonctions, c'est-à-dire que dans le parcours pensé pour les usagers, c'était aussi les différents lieux où les acteurs et les usagers pouvaient venir bénéficier de ces services numériques. Et puis, c'est tout bête, mais on a voulu l'ajouter en dernière diapo, en fait, on a fait simple pour faciliter la dynamique coopérative. C'est-à-dire qu'à un moment, même dans le processus, si on peut dire c'est juste un référentiel commun, c'était le point de départ derrière des coopérations plus complexes qui pouvaient être mises en œuvre. Et donc, il y avait aussi l'enjeu, je pense que c'est quelque chose qui est important pour le design utilisé au service des projets de territoire, c'est comment en fait il crée la mobilisation. Le processus crée la mobilisation et les conditions de la coopération pour amener sur des choses plus ou moins complexes. Donc voilà un exemple qui illustre ce que Annabelle a pu vous expliquer tout à l'heure. Et puis on a un petit peu dépassé, puisque je vois qu'il est 14h30, mais je pense que maintenant c'est l'heure des questions-réponses. J'en avais noté quelques-unes. Oui, du coup, je suis remontée à la première question de Michel, à partir du moment où on a parlé, je ne sais pas, peut-être que Brigitte, après, tu as d'autres questions sur le collectif. Mais oui, sur l'accélération de la rénovation thermique des bâtiments, moi, c'est un sujet que j'ai déjà abordé avec un grand groupe de la construction, notamment là où je vous disais tout à l'heure que sur le brainstorm, ça a permis de faire émerger des nouvelles idées. C'était un sujet qui était en train,
qui était en lien avec l'accélération de la rénovation thermique des bâtiments. Comme on était avec un constructeur comme client, on était plutôt en train de réfléchir à une solution industrielle et donc à son processus de mise en œuvre, qui a des services, ou à des politiques publiques. Mais donc, du coup, oui, c'est possible. Et en tout cas, les nouvelles solutions qu'ils ont vu émerger ce jour-là, c'est parce que il y avait un atelier avec plus d'acteurs que l'équipe de R&D habituelle, et du coup un enrichissement et une vision des choses qui était plus large. Donc voilà. Il y avait aussi une question de Raïma qui concernait quid de l'espace avec le nouveau mode de travail par défaut, le remote. C'est vrai que j'en ai pas parlé finalement, mais par exemple, je vous disais que c'était pratique de travailler debout. Alors, sur des questions de hiérarchie, ça s'applique pas au remote. Par contre, le fait d'être mieux oxygéné, si vous avez par moment des visios qui fonctionnent parfois sans casque parce qu'il n'y a pas de Larsen, il n'y a pas de retour, etc., n'hésitez pas à dire au reste de l'équipe, même s'il y a la caméra, en fait, j'ai besoin de marcher, donc peut-être que je suis un peu plus loin, mais dites-moi si vous m'entendez pas, mais en tout cas, pouvoir ne pas passer la journée de manière statique, pouvoir se redresser, pouvoir avoir des éléments un peu plus fluides que cette posture statique assis à une table. Et bien évidemment, on n'a pas l'intelligence de la main, puisqu'on est plutôt avec le clavier qu'avec le dessin, mais ça n'empêche pas d'utiliser des outils collaboratifs comme Mural, Miro ou Klaxoon pour avoir des grands tableaux blancs sur lesquels on peut dézoomer, avoir des visions plus globales et rezoomer. Et je dois dire que quand on n'utilise pas Miro ou Mural, mais des solutions très simples de PowerPoint partagé ou de Google Slides, alors oui, il y a moins cette vision globale parce que le projet est découpé par feuilles, mais j'ai déjà assisté à un storyboard qui a eu lieu parce qu'en fait, on sait tous que c'est très compliqué de dessiner sur PowerPoint avec la souris ou avec le pad. Et en fait, ce complexe de « je suis adulte, je ne sais pas dessiner », comme tout le monde s'est dit que personne ne savait dessiner dans ces conditions-là, ça a rendu le dessin possible et moins rébarbatif que d'autres fois. Donc parfois, ça aide aussi le fait d'avoir des contraintes où on croit qu'on sera tous nuls. Et ça permet d'accepter que c'est possible. Et je complète avant de passer, parce que je vois qu'il y a une question de Brigitte qui, justement, est très complémentaire, mais je complète juste par rapport à Raïma. Même moi, je suis formateur sur le pouvoir d'agir des habitants pour les habitants des quartiers populaires. Et c'est des formations que jusqu'ici, je n'avais fait qu'en présentiel. Et semaine dernière, justement, on a fait en distanciel. Si on parle de l'espace, la visio en tant qu'espace, etc., le Zoom, paradoxalement, ça a quasiment mieux fonctionné sur certains échanges parce que moi, je n'étais plus le formateur debout et les stagiaires assis. Et en fait, tout le monde était en mode mosaïque, au même niveau. Et donc, j'ai senti parfois plus d'interaction, des propositions faites même dans le chat qui n'étaient pas faites d'habitude parce que parfois, c'est plus difficile de lever la main dans une formation. Donc, il y a cette forme de paradoxe, mais intéressant de l'outil Zoom ou Visio qui permet des choses et de l'interaction. Donc, je pense que ça peut se construire via des outils collaboratifs. Et donc, voilà, ce n'est pas aujourd'hui, c'est une contrainte. On la vit tous un peu, on aimerait plus se voir, etc. Mais il y a des vraies opportunités et en termes de mobilisation et même de processus collectif, pas en remplacement, mais en complément, je pense que ça pourra apporter beaucoup. Et donc, la visio en remote, ça peut être un espace de créativité et qui permet, et là je fais le lien avec la question de Brigitte, qui permet, oui, de réaliser un processus de design thinking. Je ne sais pas si Annabelle, tu veux parler de ce qu'on a fait pour... Ouais. Où on mentionnait Grand Est ou d'autres. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai oui, en fait, c'est ça. Il y a eu plusieurs formats avec la mission avec la région Grand Est. On a pu adapter le format des ateliers et du coup, on a fait des sous-groupes pour pouvoir travailler avec un nombre de personnes raisonnable et aborder tous les sujets à chaque fois. Donc, c'était des ateliers de 2 heures, 2 heures et demie pour ne pas rester trop longtemps sur l'ordinateur. Il y a eu des projets de formation avec le groupe La Poste où de la journée de formation prévue en présentiel, on a adapté à 2 demi-journées sur 2 journées consécutives pour pouvoir scinder et avoir pas trop de temps derrière l'écran ensemble et avoir à la fois la théorie et la pratique avec un PowerPoint partagé.
Et du coup, ils ont été formés aussi aux outils collaboratifs parce que le PowerPoint partagé, ce n'est pas forcément chez tout le monde qu'on sait utiliser ces sujets-là. Avec la mairie de Paris, on a eu un premier confinement où on a pu adapter. Donc, c'était 1 jour sur 2 pendant 2 heures pour pouvoir avancer. Alors qu'en novembre, Lucie a expérimenté. C'était 6 heures par jour pendant 4 jours de suite. Et bon, ça a fonctionné aussi. Je pense que c'était un peu dur, mais en tout cas, voilà, toutes les. Merci Lucille. Donc du coup, voilà, il y a eu pas mal d'adaptations et c'était à la fois selon les contraintes et les contextes de chacun, mais aussi, nous, on a adapté pas le processus parce que c'est des étapes qui sont nécessaires pour, on pense en tout cas pour appréhender un sujet, mais en tout cas par rapport aux contraintes de chacun. Et alors, avec les lycéens et les collégiens, je n'ai pas fait. Là, par contre, je suis en train de le mettre en place avec des jeunes étudiants, un peu plus, disons, ils doivent avoir 20 ans ou 22 ans, donc un peu plus âgés que ceux de l'université d'Evry. Et en fait, pour rejoindre ce que disait Nicolas, moi, chaque année, je me bats pour leur dire de m'appeler Annabelle et pas Madame, parce que oui, j'ai un peu plus d'expérience qu'eux, c'est sûr, mais qu'en même temps, nous, là, pour le projet, c'est leur point de vue qui nous intéresse. Donc, en fait, on fait partie de la même équipe. Et donc, arrêtez de m'appeler Madame, mais appelez-moi Annabelle. Là, la visio, on est tous avec nom et prénom, donc c'est Annabelle. Et du coup, c'est marrant parce que justement, ils se mettent plus au même niveau et donc ils ont un peu plus confiance que d'habitude, ce qui est assez agréable. Je complète juste pour justement Brigitte sur les lycéens. Moi, j'ai fait des 10-18 ans. C'était des jeunes de la ville de Bois-Colombes. C'était une demande de la direction jeunesse qui avait du mal à mobiliser les jeunes autour de la citoyenneté. Mais bon, la citoyenneté pour les jeunes, ça marche pas très bien déjà pour les adultes. Donc les jeunes, le terme citoyenneté ne les mobilise pas toujours. Et l'idée, c'est qu'on est juste reparti de... Ouais, j'ai organisé des ateliers sans jamais citer le terme design thinking. Et je pense qu'à l'époque, j'avais même pas été vraiment formé à ces méthodes. Mais c'était plus comment on va repartir avec vous, les jeunes, de comment vous vivez qu'est-ce que vous vivez dans votre ville aujourd'hui, qu'est-ce qui vous réjouit et qu'est-ce qui vous frustre incroyablement. Et on est juste parti de ces questions-là. Et résultat, il y a des tas de choses qui sont ressorties. Et après, on a donc fait émerger les besoins, en fait. C'était une forme de recherche utilisateur. Ils ont fait leur propre autodiagnostic, puis il a été complété par des questions auprès de gens qui connaissaient. Et donc, après, on est parti de ça. Et derrière, on a réfléchi sur qu'est-ce qui serait le plus important pour vous. Et bon, il y a eu des choses autour, un club de sport, Burger King, le ciné. Je fais là-dessus, je ne peux pas intervenir. Et l'élu jeunesse n'était pas hyper content. Non, et puis après, ça a été... Il y a plein de choses en fait qui ressortaient autour de la reconnaissance, se reconnecter avec les autres jeunes de la ville. Et en fait, d'un coup, ils ont eux-mêmes prédéfini un petit peu leur parti pris. Et ça a été, en fait, on a envie de quelque chose qui nous permet de nous relier entre nous et potentiellement faire émerger des projets. Et tout ça a émergé en co-construction. C'est beaucoup eux qui ont décidé sur la création d'un collectif à l'échelle de la ville de Bois-Colombes, qui est devenue une association maintenant. Et donc, ça marche. Voilà, on n'utilise pas les termes techniques. Ça se fait de manière très simple, mais c'est un processus, je trouve, plein de bon sens en fait, de partir de vrais besoins et puis collectivement avec des complémentarités faire émerger une solution que seul on n'aurait pas pu faire émerger. Donc oui, ça marche, je pense, de 7 à 77 ans ou plus, on peut utiliser le design. Je vois Léna qui... Avec le cube, on avait fait un projet de table basse parce que en fait, c'est un élément central du foyer et du coup, on avait travaillé avec des enfants, il me semble, de 4 à 13 ans. Et ils sont super forts sur les prototypes. On a eu des tables qui avaient des pattes d'oiseau parce que 2 pieds, ça suffit, mais finalement des spatules de ski pour que ce soit très stable. Il y a vraiment eu des choses qui répondaient vraiment à leurs usages. Oui, et pour finir sur cette thématique-là, de mon côté, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants d'âge primaire. Et particulièrement sur les questions d'aménagement d'espaces publics, d'aménagement d'espaces extérieurs, d'aménagement de leur cité dans des résidences sociales. Et en fait, c'est une population absolument passionnante avec laquelle il faut... je crois que si on ne fait pas le travail avec les enfants, sur les espaces extérieurs, on passe vraiment à côté d'un morceau de l'information et d'un morceau du sujet que personne d'autre ne peut aborder à leur place. Je donne un exemple que j'ai trouvé absolument merveilleux, 2 exemples.
On faisait évidemment la recherche utilisateur avec eux in situ. Donc, on faisait des balades urbaines avec des classes voilà, sur le site, donc sur des espaces qui sont les leurs, sur lesquels ils ont des usages. Et on se balade à un endroit et là, les enfants font Madame, là, il y a un endroit, c'est notre cachette secrète. Je dis quoi? Il dit bah oui, les adultes ne savent pas, mais nous, on va là. Alors, je regarde les autres membres de l'équipe, enfin les gens de la maîtrise d'ouvrage, les maîtresses, tout ça. Vous saviez qu'il y a une cachette secrète? Non, personne n'est au courant et tout. Et hop, tout le petit groupe s'enfile sous des arbres, etc. Et on arrive dans une espèce. Ah non, Ah, Léna, c'est terrible. on veut savoir. Non. Vous nous jouez des tours. Ah là là, oui. Ah là là. Les cachettes secrètes. Elle a pas l'air de s'en rendre compte, Léna, je sais pas. Oui. C'est bizarre, il n'y a que Léna qui est coincée. Oui, sinon, elle a peut-être un petit problème de... Sinon, est-ce qu'on répond en attendant elle est revenue? Non. Ou est-ce qu'en 2 minutes, on répond? Sinon, je vois une question de Lucille sur avez-vous déjà travaillé avec le design thinking sur l'élaboration d'habitats partagés et ou d'oasis? Oui, j'étais en train de répondre par écrit que le sujet en ce moment avec les étudiants, c'est l'habitat contributif. Donc là, on a 3 mois où on les suit là-dessus et où le sujet est aussi de distinguer contributif, coopératif et participatif, et surtout de savoir à quel moment est-ce qu'ils font contribuer les habitants. Est-ce que c'est au moment de la programmation? Est-ce que c'est au moment de la conception? Est-ce que c'est au moment du chantier? Et ou en phase d'exploitation du bâtiment, où là, on est encore sur d'autres aspects. Et sinon, le projet dont je parlais tout à l'heure, où le langage commun de l'équipe a été très important à créer, c'était donc là, c'était pour un partenariat public-privé, et où du coup le sujet était la mutualisation, mais pour un îlot construit. Et donc c'est un peu plus large comme échelle que l'habitat. Enfin, on n'est pas sur, je sais pas, 5 à 10 foyers qui se réunissent pour construire leur habitat commun, mais sur une parcelle où il y aura à la fois du commerce, des bureaux, des logements, et comment est-ce qu'on fait pour optimiser sur le point de vue environnemental la construction qui sera érigée. Et donc du coup, on a traité à la fois du programme idéal que de la notion de confort, que des espaces mutualisables ou non. Et on est allé jusqu'au business model et aux externalités positives et négatives sur l'environnement et le quartier. C'était un projet qui a été développé en 3 ans. Ça pourra faire partie d'un des webinaires de cette acculturation que vous proposez? Normalement, on a eu le go pour pouvoir parler du projet en janvier ou en février, avec 2 grands témoins, un qui faisait partie d'un groupe privé et l'autre d'une entité publique, et qui n'en font plus partie. Le projet a continué sous d'autres formes, et du coup, on attend de savoir ce qu'on peut dire ou pas, s'il faut anonymiser le projet ou pas. Donc, ça devrait en faire partie, mais c'est pas tout de suite. Okay. Et on verra, peut-être qu'on fera participer les étudiants parce que du coup, il y a 8 équipes qui travaillent, il y a une équipe qui va gagner. Peut-être qu'ils peuvent vous présenter leur projet lors d'un webinaire aussi. Pourquoi pas. Nous, on est preneurs. Hein. Donc, voilà. on prend la demande. On prend la demande. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que... on a encore un peu dépassé les 45. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que Léna revienne? On clôture, parce que on était quand même sous le... On est resté sur le lieu secret. Le lieu secret. C'est terrible. Ouais. C'est frustrant. Hein. Il y a eu la censure. Ouais. C'est Zoom qui est derrière tout ça. C'est dommage. Hein. Bon. Pas tant pis. Tant l'imaginer. Si, elle est là. Ah. Attends. Donc, la suite. Pour ceux qui ont le temps. Ouais. Ça y est? Lina. Mince. Non. Pas si. Elle se connecte à l'audio. Mais peut-être qu'il faut qu'elle coupe sa caméra. Oui, Léna. Ouais. Elle est en train d'arriver. Des sauvés.
Ah, par contre, dans ces messages, elle me dit que ça marche pas, du coup. Ouais, bon. Oui, bah, Sinon, ça est-ce va pas qu'on... marcher. Bah alors, comme d'habitude, on va vous envoyer le, Ouais, plus que jamais. Ouais. voilà, le mail avec le Non, lien vers voilà, la désolée, je sais Ah, pas. ça y est, trop bien. Aujourd'hui, ça marche pas mon ordinateur. Je sais pas. Enfin, non, j'ai pas de réseau. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. Alors, la cachette, Ce que on tu va veux. Alors, la cachette. Alors Alors, on est allé avec tout le monde avec des yeux grands comme des plateaux. On a découvert une espèce de coin secret des enfants du quartier que personne ne connaissait. La fin de l'histoire est un peu triste. Évidemment, moi, j'ai fait des pieds et des mains à ce moment-là pour dire à la maîtrise d'ouvrage qu'il fallait absolument préserver cet endroit, sans doute le nettoyer parce que c'était un petit peu un dépotoir. Il y avait aussi quelques canettes de coca et trucs qui montraient que ce n'était pas qu'un coin des enfants, mais que c'était aussi sans doute un coin des ados. Mm. Mais vraiment, c'était vraiment à 10 mètres du chemin que prenaient les écoliers pour aller à l'école, mais c'était dans un endroit curieusement préservé. Et après, j'ai appris qu'il y avait un gros projet d'extension de je ne sais trop quel équipement sur ce petit bout de friche qui va évidemment complètement faire disparaître ce coin un peu merveilleux de l'imaginaire des enfants, ce qui m'a embêté énormément, évidemment. Hein. Je n'ai eu de cesse de dire à la maîtrise d'ouvrage que ça serait mieux qu'elle masse son équipement quelques mètres plus loin. Je pense que l'imaginaire des enfants, malheureusement, a du mal à faire le poids par rapport à des politiques publiques d'extension d'équipements ou de construction diverses et variées. Mais j'en ai gardé un vrai souvenir, enfin, j'en ai gardé une vraie expérience du fait que travailler avec les enfants, c'est incontournable. Et le deuxième tout petit exemple que je voulais vous donner, c'était dans un quartier d'habitat. Là, c'était aussi dans un quartier d'habitat social. Mais le deuxième exemple est aussi, alors là, plus proche de nous, à Bobigny, sur une cité un peu emblématique du 93 par un architecte très connu. Voilà. Et donc, dans les espaces à l'intérieur de la cité, on a travaillé cette fois-ci avec les enfants du centre de loisirs. Donc pareil, d'âge primaire. Et on a fait à nouveau des ateliers un peu du même style. Alors je n'ai pas précisé, mais ce sont des ateliers, effectivement, un peu de design thinking, sauf que la partie utilisateur, on l'a fait dans une première heure avec les enfants dans l'espace. Et ensuite, on revient en atelier et sur ce qu'on a observé, plutôt que de se dire ce qu'on voit, on vit dans l'espace, comment les enfants… et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que comme les enfants ne tiennent pas en place, il y en a un qui vous parle et il y en a 3 autres qui agissent. Donc, on est en train de capter par les oreilles et par les yeux en même temps toute la matière. Et donc, ce qui était remarquable, c'était de voir que par rapport aux aménagements, il y avait des aménagements qui étaient de fait relativement peu utilisés, mais à un œil d'adulte, c'était difficile de comprendre pourquoi. Et dans la façon dont on a regardé les enfants interagir avec l'espace et dans les explications que ceux qui voulaient bien passer par nous en boucle, hein, comme une espèce de mouvement comme ça très, très fluide dans lequel les enfants courent, passent, vous parlent, repartent, etc., on a compris les raisons pour lesquelles certains espaces étaient utilisés et d'autres non, qui étaient très pratico-pratiques. Les enfants sont d'une précision dans leurs usages qui est phénoménale par rapport à l'espace public. Donc, je ne saurais trop inciter tout le monde, soit si autour de nous, dans le panel aujourd'hui, il y a des praticiens, à les inclure systématiquement dans vos publics, et aux donneurs d'ordre à les demander à leurs praticiens, bien entendu. Voilà. Cool, merci Léna. Heureusement que tu es revenue. Ouais. Tout le monde attendait avec impatience la fin de l'histoire. Ah, mais mince. Oui, elle est un peu triste, la fin de l'histoire, mais… Ouais, mais elle est réaliste. Elle est réaliste. Et puis peut-être qu'une autre fois, ça aurait été différent. On peut pas… Il vaut mieux le savoir que imaginer passer un bulldozer là-dessus sans pouvoir faire quoi que ce soit, ne serait-ce qu'une petite, je sais pas moi, cérémonie des enfants pour dire on va dire au revoir à ce lieu-là, mais le quartier va s'améliorer par ailleurs. Vous voyez, il y a 1000 façons de traiter ce sujet derrière. Ouais. Moi, en ce moment, je travaille sur un projet de groupe scolaire super équipement magique. Ouais. Et en effet, quand on a interrogé les enfants en recherche utilisateur, certains disaient
Moi, j'aimerais bien qu'on puisse me permettre de dire au revoir à mon école. Mm. Et quand on a rapporté ça en réunion publique, les gens étaient là, non mais vraiment, est-ce que c'est nécessaire? Oui, en fait. Puis cette Bah oui. école, elle est là depuis sacrément longtemps. Donc, au-delà de ces jeunes élèves, puisque aujourd'hui c'est une école primaire, donc pour certains, ils ont seulement 11 ans et ils ont envie de dire au revoir. Là, elle avait 16 ans puisqu'elle est au Conseil des jeunes. Et il y a peut-être d'autres élèves qui ont été et qui ont maintenant peut-être nos âges à chacun et qui ont envie aussi de dire au revoir à leur école et peut-être même que c'était l'école de leurs enfants aussi. On verra. L'avenir nous dira si ça aura lieu ou pas, Bien sûr, sachant il y a un que attachement. oui, puis bon, il y a quand même des éléments qui ont été proposés pour que le chantier soit chouette et pas seulement une plaie, mais enfin pour les habitants, hein, parce que sinon le projet est plutôt chouette, mais voilà. Bon, peut-être qu'il est l'heure De nous quitter. bah oui, et de se dire à l'année prochaine, parce que là, il n'y aura pas d'autres webinaires avant la fin de l'année. Non, Mais, le prochain, ce sera en janvier. La date reste encore à fixer. non, mais moi, je te regarderai en replay, Nicolas. Allez, on se fait tous les replays. Il y a 3 replays à faire pendant les vacances. Léna, je la regarderai dans l'ordre. Le premier avec la mail, ça sera... Je verrai. Oui, parce que pour ça, ça fait très bien le lien avec la diapo que vous avez sous les yeux. C'est que tout ne s'arrête pas là. On va vous envoyer la présentation de ce webinaire. Et vous avez l'occasion d'aller consulter la vidéo où il y aura l'intégralité du webinaire que vous pourrez consulter tranquillement sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le sont pas encore, on vous invite à vous inscrire au prochain webinaire de la rentrée. Il y aura sans doute des choses sur la participation des habitants, des projets autour de maisons pour rebondir, autres sujets. Enfin, il va y avoir plein de beaux sujets à la rentrée. Et puis, pour ceux qui sont également intéressés par tous ces sujets liés à la fabrique collective des territoires, à la mobilisation des acteurs, moi, je réalise une newsletter trimestrielle où je récupère par-ci par-là des petites vidéos, des petits articles qui montrent justement des exemples concrets portés par des citoyens, des communes ou même des entreprises qui mettent en place ces types de méthodes. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en m'envoyant un email à nicolaslebert@citizenfactory.com parce que je ne veux pas vous spammer. Donc, je ne veux que des gens qui demandent l'inscription.